Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Delphine Tarot. Bonjour Delphine. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir Delphine. Alors avant de commencer cette émission qui va être une émission thématique sur les discriminations, je vais vous présenter. Vous êtes maîtresse de conférence HDR, donc habilitée à diriger les recherches en droit privé à l'Université de Limoges. Vous êtes chercheuse à l'OMIJ, donc l'Observatoire des mutations institutionnelles et juridiques. Et puis depuis votre thèse sur les discriminations positives, vos recherches portent essentiellement sur la question de l'égalité et de la lutte contre les discriminations. Donc à ce titre, vous venez de co-diriger avec Caroline Boyer-Capelle un ouvrage collectif rassemblant plus de 75 auteurs intitulé Dictionnaire juridique de l'égalité et de la non-discrimination. Vous publierez dans quelques mois un manuel de droit de la non-discrimination. Donc, toutes ces références, on les retrouve sur notre site internet histoireensérie.com à la page de présentation de l'émission. Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, avec la spécialité de Delphine, on va aujourd'hui parler des discriminations et des discriminations, une émission qu'on a intitulée « À travers les séries ». Vous allez essayer de nous montrer comment est-ce que les séries sont aussi un reflet, montrent des choses ou pas. D'ailleurs, on va en parler. Mais avant ça, peut-être, pour commencer, pour que ce soit clair pour tout le monde, Delphine, de quoi parle-t-on véritablement quand on entend ce mot discrimination ? Alors le terme discrimination renvoie à une réalité sociale et aussi une réalité juridique. Donc moi, en tant que juriste, je vais plutôt partir de la définition juridique. Une discrimination au sens juridique, c'est une différence de traitement qui est défavorable et qui peut s'expliquer par des préjugés ou des stéréotypes qui sont reliés à une caractéristique. Donc par exemple, des préjugés liés à l'âge, au sexe, à l'orientation sexuelle, etc. Et cette définition, qui est un point de départ, peut prendre des tours un petit peu plus complexes. Donc, on a découvert des formes un peu plus complexes de discrimination qui sont également prises en compte par le droit. Par exemple, on a des discriminations multiples, c'est-à-dire qu'on a plusieurs motifs qui viennent s'ajouter les uns aux autres, ou des discriminations intersectionnelles, où là, en fait, il s'agit d'un croisement entre plusieurs motifs de discrimination. Et il existe aussi des termes qui sont propres à la lutte contre les discriminations. Par exemple, on parle souvent de discrimination positive, qui sont des différences de traitement qui sont réalisées par le droit pour aider une catégorie qui est habituellement discriminée. Donc, on en connaît pas mal en France. C'est par exemple le quota d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises ou les règles de parité lors des élections au bénéfice des femmes. Donc voilà, le vocabulaire est assez compliqué. Donc nous, pour l'émission aujourd'hui, il y a plusieurs points que je voudrais juste proposer en guise d'introduction pour vraiment expliquer quelle va être la démarche. Comme vous l'avez dit, Nicolas, ce sera une émission thématique. Donc, on va reprendre plusieurs séries. Alors, bien évidemment, le défaut, c'est que ça ne sera jamais complet. Donc, je suis sûre que les spectateurs, les auditeurs vont penser à certaines séries et peut-être que je n'en parlerai pas. Donc, je ne peux pas être exhaustive, malheureusement. Mais on va essayer de voir le maximum de choses possibles. Il y a d'autres difficultés notamment technique, c'est-à-dire que la discrimination, comme je vous l'ai dit en guise d'introduction, c'est avant tout un fait social qui est ensuite pris en compte par le droit. Mais en tant que juriste, dans les séries, il y a ce mélange-là de sociologie et de juridique. Donc, je vais essayer d'amener les choses vers le juridique, mais ça ne sera pas tout le temps possible. Et puis, vous avez vu entre discrimination simple, discrimination multiples, intersectionnelles, parfois aussi indirectes, j'en ai pas parlé. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de concepts, de vocabulaire à intégrer, ce qui n'est pas toujours facile et qui est pourtant nécessaire pour comprendre les séries traitant de la discrimination, puisque les
on voit ces dernières années que les séries utilisent ces notions-là. Donc, c'est important de les avoir un petit peu en tête. Donc, on a une diversité énorme maintenant sur cette question-là. Et puis, pour terminer, la dernière difficulté, c'est la diversité également des motifs de discrimination qui sont pris en compte par le droit. En France, on a 25 motifs, donc 25 caractéristiques sur lesquelles peuvent peser des discriminations. Alors, bien évidemment, nous, on ne pourra pas faire les 25 motifs. Il y en a beaucoup trop, puis certains ne sont pas vraiment beaucoup utilisés. Et puis, nous ne sommes pas dans un contexte franco-français. Bien évidemment, la plupart des séries dont je vais parler, ce sont des séries américaines qui n'utilisent pas nécessairement les mêmes motifs de discrimination. Donc, je vous propose de nous en tenir aux plus répandus et ceux qui sont plus utilisés dans les séries, à savoir sexe, genre, prétendue race, ce qui se traduit souvent en termes de couleur de peau dans les séries américaines, handicap, orientation sexuelle et identité de genre, qui sont souvent traités ensemble, même si ce n'est pas systématique, ou encore un petit peu l'apparence physique. Voilà, je vous propose de nous arrêter à ça comme cadre de départ. Ce qui nous fait déjà une bonne émission en perspective, puisqu'il y a beaucoup à dire là-dessus sur les séries. Alors peut-être premier niveau de questionnement qu'on pourrait regarder ensemble, Delphine, ça serait de savoir, enfin de voir plutôt quelle est la présence des personnes appartenant à des catégories discriminées dans les séries. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Peut-être avec des exemples relativement précis qui illustrent votre propos. Alors oui, c'est le premier niveau de questionnement. Est-ce qu'on a une diversité des caractères proposés dans les personnages de séries? Alors, c'est la dimension la plus sociologique. Donc, moi, en tant que jury, c'est peut-être celle qui m'intéresse le moins. Ceci étant, ça peut donner pas mal d'indices sur la volonté d'intégrer dans un casting des personnes que l'on appelle issues de la diversité, donc qui appartiennent à des groupes habituellement discriminés. Alors, la réponse, elle dépend, elle varie sensiblement selon les catégories concernées. Par exemple, pour les femmes, on n'a pas vraiment de difficulté de présence féminine en tant que telle. On a toujours eu des séries portées par les femmes et parfois portées par un casting intégralement féminin, ce qu'on appelle parfois les séries bandes de filles, comme Desperate Housewives, Sex and the City, etc. Mais même avant ces séries bandes de filles, on avait eu des séries qui étaient portées exclusivement, en tous les cas, dont le personnage principal était une femme, comme Ma sorcière bien-aimée ou Wonder Woman, par exemple. En revanche, la réponse à la question de la présence de ces personnes issues de la diversité est un petit peu différente lorsqu'on pense à l'aspect racial ou surtout au handicap, où là, on s'aperçoit que les personnes handicapées, notamment, ont été très peu présentes pendant assez longtemps. Alors, ceci étant dit, le fait d'intégrer ce type de personnages dans les séries peut constituer en tant que tel une prise en compte des discriminations et de la nécessité de lutter contre elles. Par exemple, l'apparition des personnages homosexuels ou transgenres est en soi une avancée importante. Donc, vous voyez, la réponse à la question varie selon les motifs de discrimination. Il y a quand même un intérêt à regarder vraiment l'introduction de ce type de personnages dans les séries. Et justement, par rapport à ce type de personnage, Delphine, qu'est-ce qu'on peut dire peut-être sur leur utilisation? C'est-à-dire, en fait, parfois, certaines séries mettent vraiment en avant ces personnes-là dans leur casting, et c'est peut-être même parfois au cœur de l'écriture sérielle. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Alors, on peut dire surtout que la quantité ne rime pas nécessairement avec la qualité. Donc, ce n'est pas parce qu'on introduit des personnages issus de la diversité et qu'on fait appel à des acteurs issus de la diversité que les personnages qui vont être portés à l'écran ne sont pas traités de manière stéréotypée et qu'ils sont réellement exploités. Alors, je peux vous prendre quelques exemples, parfois très précis, notamment sur l'utilisation du temps de parole. Par exemple, dans Game
of Thrones. Alors, pardon, hein, je vais avoir toute toute l'émission une prononciation déplorable des noms des séries. Donc, première illustration. Donc, dans cette série, porte des personnages féminins extrêmement forts, haïs ou parfois adorés. Mais en tous les cas, il y a une présence des femmes à l'écran. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde les dialogues, en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a seulement que 25% du temps de parole sur l'ensemble des 8 saisons qui est consacré aux femmes. Donc, ce qui fait 75% du temps pour les hommes. Autre exemple, là vraiment sur l'utilisation stéréotypée des personnages, on peut prendre l'exemple du motif du handicap. On a, je vous le disais, il y avait une absence de ce type de personnage pendant de longues décennies. Maintenant, c'est un peu moins vrai. On a de plus en plus de personnages qui présentent un handicap. Mais ces personnages sont souvent exploités de manière stéréotypée ou relaient certains préjugés. Donc, soit ils sont utilisés vraiment en tant que faire-valoir, c'est-à-dire qu'on a ce personnage, alors souvent, c'est des personnages en fauteuil roulant qui sont au fond, voilà, qui font partie d'une équipe, de l'équipe technique, d'une unité de police, vous voyez, ce genre de choses, et qui ne sont pas réellement utilisés, en fait, dans la série, qui sont là, qu'on voit, mais dont les caractéristiques personnelles ne sont pas réellement utilisées. Donc, on a cette présence-là, mais elle n'est pas vraiment qualitative. Toujours à propos du handicap, là, on peut arriver aussi à une utilisation réellement stéréotypée. Donc, par exemple, sur les problématiques d'autisme, problématique qui a été utilisée récemment dans plusieurs séries, l'autisme est souvent relié à des aptitudes extraordinaires. Donc, Sheldon, par exemple, dans Big Bang Theory, ou The Good Doctor également, ce sont des personnes qui sont autistes, mais qui ont une intelligence supérieure à la moyenne. Il y a aussi Bran dans Game of Thrones, qui est dans une chaise roulante et qui développe des aptitudes magiques, en quelque sorte. Donc là, voilà, cette manière de traiter le handicap, alors c'est bien, on a des personnes handicapées, mais dès lors qu'on est dans le ressort de l'extraordinaire ou du magique, on ne traite pas des difficultés de ces personnes-là et on ne rentre pas dans vraiment les problématiques du handicap. Il y a cependant quand même quelques exceptions pour continuer le sillon creusé sur la question du handicap. Par exemple, nous pouvons citer une série qui n'est peut-être pas très connue, je crois que c'est une série canadienne, qui s'appelle Sue Thomas, l'œuf du FBI. C'est l'histoire vraie d'une femme sourde qui est accompagnée de son chien d'assistance et qui rêvait d'intégrer le FBI. Elle a réussi à l'intégrer. Et en fait, l'apport de cette personne dans l'équipe, c'est surtout qu'elle a une attitude extrêmement développée en raison de son handicap, qui est de lire sur les lèvres. Mais ceci étant dit, à part cette aptitude spécifique, le personnage est traité vraiment comme une personne tout à fait lambda avec ses difficultés de vie quotidienne. Donc, même si c'est une série très feel-good, voilà, on ne va pas très loin dans l'analyse psychologique, on a quand même une personne handicapée qui est présentée comme une personne tout à fait normale avec voilà, des caractéristiques lambda, on va dire. Deuxième contre-exemple que je voulais vous donner, auquel je tiens beaucoup, c'est le personnage interprété par Michael J. Fox dans The Good Wife, qui est le personnage d'un avocat qui est un personnage peu sympathique, en conflit avec le personnage principal de The Good Wife, et qui instrumentalise son handicap afin d'obtenir ce qu'il souhaite devant le juge en tant qu'avocat. Donc, il y a une forme d'instrumentalisation qui est assez jouissive et qui est assez, voilà, qui sort des sentiers battus par rapport à l'utilisation du handicap. Donc, pour conclure un peu sur ce point de l'utilisation et de la représentation des personnes issues de la diversité, pour que l'utilisation
et voilà, pour ne pas s'arrêter à la seule quantité, mais pour vraiment avoir une qualité dans l'utilisation du personnage, il faut que cette utilisation ne permette de ne pas présenter la catégorie discriminée comme un bloc monolithique. Donc, il faut qu'on s'aperçoive que chez les femmes, chez les Noirs, chez les personnes handicapées, il y a toute une constellation de personnalités différentes, de cultures différentes. Et on voit bien de ce point de vue-là que, parler des séries bandes de filles ou des séries chorales sur les filles, on a quand même une certaine évolution. Par exemple, avec la série Glow sur les catcheuses, ou sur les personnalités de détenus avec Orange is the New Black, ou alors sur la couleur de peau, on a eu je pense, une série qui était assez en avance sur son temps, qui était Le Prince de Bel-Air, sur l'aspect couleur de peau, avec l'idée de confrontation des cultures au sein des Afro-Américains. Et c'est d'ailleurs, j'ai regardé il n'y a pas longtemps la séance retrouvailles des acteurs, où c'était bien expliqué. Voilà, c'était une volonté de vraiment montrer que les Noirs n'étaient pas une catégorie monolithique, ce n'était pas un bloc, il y avait différentes cultures, différents courants qui pouvaient être en contradiction et parfois en conflit au sein de cette catégorie. Donc là, on est vraiment sur cette idée-là. À partir du moment où on montre cette diversité, que ce sont des personnes comme les autres, avec des courants internes, des problématiques différentes, on arrive vraiment à montrer la complexité humaine et à sortir vraiment des préjugés. Vous venez effectivement, Delphine, de bien montrer que dans de nombreuses séries maintenant, et vous l'avez dit à l'introduction, c'est vrai, et les auditeurs nous pardonneront là-dessus, on ne peut pas être exhaustif, c'est pas possible, et peut-être qu'il y a d'autres exemples disponibles. Mais ce que vous montrez, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on a véritablement aujourd'hui une vraie préoccupation majeure de mise en avant de cette thématique-là dans les séries, avec des personnages particuliers, vous l'avez dit, et surtout, ce qui est de plus en plus prégnant, c'est qu'on a véritablement, et c'est peut-être là le troisième point qu'on peut aborder ensemble, Delphine, des séries dont le sujet principal c'est les discriminations. Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'en pense que les choses ont bien changé. Auparavant, clairement, l'aspect discrimination n'était pas un sujet de série. Et c'était même un sujet qui n'était quasiment pas abordé, sauf exception sur lesquelles je vais revenir. Et dorénavant, les discriminations sont réellement un sujet dans les séries, voire un sujet de série. Donc pour moi, j'ai identifié 3 types d'utilisation des discriminations dans les séries. Alors bien évidemment, ça serait affiné. J'ai 3 gros blocs pour aujourd'hui, pour vraiment présenter les choses de manière claire, mais il y a des nuances à apporter dans ces blocs. Mais grosso modo, on a affaire à 3 types de séries que je vais essayer de vous présenter. Premier type de série, les séries qui ne traitent pas spécifiquement de la question de la discrimination, mais qui peuvent l'aborder de manière ponctuelle. Deuxième type de série, celles qui ne sont pas tournées entièrement autour de la question de la discrimination, mais dont la discrimination se révèle être un axe fort. Donc, ce n'est pas le pilier de la série, mais c'est vraiment un arrière-plan extrêmement important. Et troisième type de série, là, l'aspect jusqu'au boutiste, si l'on peut dire, vraiment les séries qui sont fondées directement sur les problématiques de discrimination. Donc, vraiment, la discrimination, c'est le pilier de la série. Donc, voilà pour une présentation très rapide. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc concernant le premier type de série, donc celles qui ne traitent pas spécifiquement de la question de la discrimination, mais qui peuvent aborder ponctuellement cette problématique. Alors, bien évidemment, je pourrais vous proposer des centaines d'exemples. Je vous en ai pris juste quelques-uns qui me paraissent être assez illustratifs de différents motifs de discrimination et qui peuvent parfois être forts. Donc, la première illustration que je voulais vous prendre, c'était The West Wing, donc série sur le président des États-Unis et son équipe.
C'est une série politique et juridique qui peut parfois aborder la question des discriminations. Alors, notamment, dans la première saison, il y a un épisode qui est consacré à la question, alors ça peut paraître un petit peu technique, du recensement de la population en vue des prochaines élections. Alors, c'est un épisode qui est construit de manière extrêmement didactique, donc qui permet vraiment de bien comprendre pourquoi on a besoin du recensement de la population et de quelles sont les conséquences sur les aspects politiques. Alors, nous, on n'a pas, je ne sais plus combien fait l'épisode, 45 minutes ou 50 minutes à peu près. Donc, nous, on n'a pas ça à consacrer à The West Wing. Mais pour l'essentiel, la question est celle de la méthode pour recenser la population afin de déterminer le nombre de sièges par État pour les élections. Donc forcément, plus l'important pour chaque État des États-Unis est d'avoir le nombre de sièges le plus important à élire, puisqu'on a un poids national derrière plus fort. Ce recensement de la population, il est expliqué dans l'épisode qu'il se fait au porte-à-porte. Mais premier écueil, et ce pourquoi l'équipe présidentielle se bat pour changer la méthode de recensement, le premier écueil, c'est que cette méthode du porte-à-porte a tendance à sous-estimer les populations d'origine étrangère ou des quartiers défavorisés qui n'ouvrent pas leurs portes, donc ils ne sont pas comptabilisés. Et au contraire, il y a une surreprésentation de la population blanche. Donc, dans la série, on explique qu'il y a des millions de personnes qui passent au travers de la grille du recensement et que donc, il faudrait changer de méthode pour avoir une idée plus juste de ce qu'est la population. Et la méthode, ça serait l'échantillonnage. Et alors là, on arrive sur une problématique purement juridique, qui est la question de savoir si cette méthode de l'échantillonnage peut être acceptée dans le cadre de l'interprétation de la Constitution américaine. Et la Constitution, on explique, n'envisagerait pas l'échantillonnage. Et on est sur une problématique purement juridique qui est d'interprétation, éventuellement d'interprétation évolutive d'un texte juridique. La Constitution américaine date de 1787, nécessairement, elle a vécu, et pour l'épisode le montre bien, la Constitution parle du comptage des personnes libres, autrement dit, les seuls blancs. Les autres personnes, donc les esclaves, étaient comptabilisés pour les 3/5. Donc, un noir valait moins qu'un blanc. Alors, en vrai, en dehors de la série, cette partie de la Constitution a été modifiée par le 14e amendement, dont on parle beaucoup dans les séries, qui date de 1868, et la règle des 3/5 a disparu. Mais peu importe, finalement, le positionnement de l'épisode, c'est vraiment de démontrer l'histoire des États-Unis et la construction inégalitaire sur laquelle repose le pays, à savoir l'esclavage et plus tard la ségrégation. Donc vraiment, l'épisode permet de mettre les pieds dans le plat, si j'ose dire, et de voir vraiment la problématique d'évolution d'une société, et qu'un texte de référence, qui est toujours là, qui a plusieurs siècles, peut nécessiter une interprétation évolutive afin d'exclure les aspects inégalitaires ou discriminatoires. Donc voilà, pour cette illustration qui nécessitait quand même quelques explications, d'autres illustrations qui vont être beaucoup plus rapides. Dans les séries récentes, il y a un épisode de The Resident, donc série médicale, qui explique, au détour d'une histoire vraie, que les femmes noires meurent 4 fois plus que les femmes blanches après une césarienne. Et dans l'épisode, on voit bien qu'en fait, on a une femme noire qui a accouché. Elle se plaint de douleurs et tout le monde lui dit « Non, mais c'est normal, quoi. Une césarienne, il y a des douleurs. » Donc, en fait, elle n'est pas traitée et elle finit par mourir. Il est bien expliqué à la fin de l'épisode que c'est issu d'une histoire vraie. Et effectivement, lorsqu'on va regarder les chiffres, il y a une véritable problématique spécifique aux femmes noires après une césarienne.
Il y a également des séries récentes, et ce que je trouve intéressant, c'est que ce sont des séries qui sont destinées à un public plutôt jeune, qui démarrent par un événement ou par un discours qui porte sur les aspects discriminatoires. Donc, par exemple, dans la série Ginny et Georgia, qui traite d'une famille, mais surtout d'une mère et de sa fille. La mère est blanche et la fille est métisse. Et cette fille arrive dans une nouvelle école et elle, voilà, dans cette nouvelle école, c'est une classe d'études des auteurs américains ou de langue anglaise en tous les cas. Et tout de suite, elle va critiquer le choix de la liste des auteurs et elle explique bien que dans ce cours, voilà, il y a 16 auteurs à étudier. Sur ces 16 auteurs, il y a 14 hommes, 15 blancs. Et encore, le seul auteur noir qui apparaît dans la liste, c'est au détour d'un événement lié à la culture noire. Donc, voilà, elle se positionne dès lors en tant que personne revendiquant des droits. Et là, on est vraiment sur l'aspect intersectionnel, c'est-à-dire qu'on croise les motifs de la couleur de peau ou ratio et du sexe. Dernier exemple que je pourrais vous citer, la série Destin, la saga Wings, qui est l'adaptation en série d'un dessin animé sur les fées. Et le premier dialogue de la série se termine sur le mot mansplaining, c'est-à-dire le fait que les hommes expliquent des choses aux femmes alors que les femmes peuvent très bien comprendre le propos, voire sont expertes dans ce domaine-là. Donc, c'est un positionnement de départ. Alors après, la question n'est pas nécessairement traitée en tant que telle, mais voilà, je trouve ça intéressant que dès le départ, il y ait un positionnement de la série sur ces thématiques-là. Alors après, la difficulté, c'est que c'est un positionnement. À voir si la suite de la série est digne de ce positionnement de départ. Deuxième type de série, celles qui ne sont pas entièrement tournées sur la question de la discrimination, mais dont la question reste néanmoins un axe fort. Donc, on voit bien que la question de la discrimination, c'est une sorte d'arrière-plan ou de trame de fond de la série. Elle est toujours présente à un niveau ou à un autre, même si ce n'est pas le pilier de la série. Je voulais ici parler d'une série en particulier qui s'appelle The Good Fight, avec pour caractère principal, pour personnage principal, l'avocate Diane Lecarte. Et The Good Fight est assez intéressant parce qu'il s'agit d'une série plutôt judiciaire politique. Et donc, on voit la vie d'un cabinet d'avocats et le cabinet d'avocats en question a une particularité très importante, c'est que tous les dirigeants de ce cabinet d'avocats, tous les associés, sont des Noirs. Et il est bien expliqué au départ de la série qu'en fait, ce positionnement permet au cabinet d'avocats de bénéficier d'un ensemble de subventions spécifiques. Donc, on est vraiment dans le cadre de la discrimination positive. On aide la catégorie discriminée. Donc là, voilà, on voit bien les enjeux, puisque l'arrivée de Diane Lecarte, qui n'est pas noire, provoque des remous et voilà, on explique les dimensions de discrimination positive et les problématiques. Et en fait, voilà, tout le monde se met d'accord, je crois, à la fin. Je ne l'ai pas re-regardé, ça fait quelques années que je l'ai vu, mais il me semble que tout le monde, à la fin, se met d'accord avec le fait de, certes, elle n'est pas noire, mais elle reste une femme. On reste dans l'aspect diversité. Donc, voilà, il n'y a pas de problématique, disons, politique à son arrivée.
Donc voilà, c'est une bonne introduction sur la question de la discrimination positive, hein, le fait de vraiment voir comment, notamment les États-Unis, ce qui ne serait pas possible en France, nous, on construit des discriminations positives sur la couleur de peau. Et c'est extrêmement présent et c'est à relier avec l'histoire juridique des États-Unis et notamment la ségrégation. Donc, il y a un enjeu historique extrêmement fort. Et dans The Good Fight également, il y a un autre volet qui est extrêmement intéressant, c'est de démontrer ce qu'on pourrait appeler la discrimination intracatégorielle, c'est-à-dire au sein de la même catégorie. Dans un des épisodes, il y a une sorte de rébellion des avocats salariés du cabinet qui sont noirs et qui, enfin, en tous les cas, ceux qui se rebellent sont noirs et qui expliquent que voilà, ils sont moins bien traités que leurs homologues blancs. Et alors, on se dit, on est dans un cabinet qui est dirigé uniquement par des Noirs, en tous les cas au départ, plus Diane Lockhart qui est blanche. Voilà, normalement, on est dans un cadre beaucoup plus confortable et les problématiques de discrimination, on pourrait dire, elles ont disparu. En tous les cas, on pourrait le penser. Et l'épisode montre bien qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on appartient à une catégorie discriminée qu'on ne va pas soi-même discriminer, y compris les personnes qui ont la même caractéristique. Et ce qui est intéressant également dans cet épisode, c'est que les avocats se rebellent en disant, voilà, on a une évolution de carrière qui est moindre que celle des Blancs, on est mis de côté. Et pour se rebeller, ils font appel aux autres salariés du cabinet d'avocats, mais qui ne sont pas nécessairement des avocats, comme voilà, les services techniques, ceux qui s'occupent du courrier, etc. Et alors là, naît une dimension de classe, puisqu'il est bien expliqué que, par exemple, les personnes qui s'occupent du courrier, on pense à eux uniquement lorsqu'il faut se rebeller contre les Blancs. Mais par contre, entre eux, entre Noirs, on n'avait jamais fait attention à eux. Donc, en fait, il y a des perspectives de classe aussi, de domination de classe, qui sont vues, qui sont extrêmement intéressantes et qui sont, je trouve, travaillées de manière très intelligente. Donc, voilà pour cette deuxième catégorie avec une seule illustration, mais qui demandait du temps. Et enfin, la troisième catégorie de séries, c'est celles vraiment qui sont construites sur la discrimination, sur vraiment cette idée-là. Donc, c'est vraiment la trame principale, la question des discriminations. Alors, souvent, c'est relié à une caractéristique. Alors, je vous propose quelques illustrations. Encore une fois, on ne peut pas être exhaustif. Sur la question de l'apparence physique, du surpoids et de la grossophobie, il y a une nouvelle série qui s'appelle Thrill. Je dois très très mal prononcer. Sur une jeune femme qui désire être journaliste et qui fait face à plein de difficultés quotidiennes, plus ou moins importantes, liées à son poids. Je vais vous donner une illustration plus tard. Pour la question des LGBT, tout ce qui relève de l'aspect transgenre, dans les années 1980, il y a la série Pose. Pour la question noire, il y a Dear White People. Donc là, dès le titre, on n'a pas de doute sur la thématique et sur l'envie de traiter de cette problématique-là. Sur le même type de problématique, mais lié vraiment à la question des femmes, il y a Run the World, qui est une nouvelle série également, qui traite des discriminations vraiment intersectionnelles, donc femmes et couleur de peau, qui est en fait une sorte de Sex and the City, mais avec un casting noir. Et enfin, dernière illustration, à laquelle je tiens beaucoup, sur la question plutôt du sexe et aussi de la couleur, c'est Mrs. America. Je crois que vous avez fait une émission spécifique sur cette série, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder. Concernant Mrs. America, non seulement il y a la question de l'intersectionnalité, comme je viens de vous le dire, avec la question de la couleur de peau et du sexe, bien évidemment, mais il y a aussi la question de l'homosexualité et de la place des lesbiennes dans le courant féministe et de la prise en compte juridique du mouvement homosexuel.
Mais en tous les cas, ce qui est important pour moi en tant que juriste, c'est qu'elle repose vraiment sur une dynamique juridique. Donc, Mrs. America, c'est vraiment la lutte des féministes et des antiféministes pour la mise en place d'un texte de protection, l'Equal Rights Amendment, d'un texte de protection des femmes, en tous les cas pour vraiment insérer dans les textes américains une clause de protection générale d'égalité entre les sexes. Et cette série est construite à partir de portraits de différentes femmes qui sont d'un bord ou de l'autre, féministes ou antiféministes, et ce qui permet de voir toutes les couleurs, toutes les nuances de la lutte. Donc la lutte, voilà, le point de vue différentialiste entre les sexes, le point de vue universaliste, l'aspect intersectionnel aussi, parce qu'il y a des femmes noires qui, voilà, on voit qu'elles ne trouvent pas nécessairement leur place dans la dynamique générale qui est proposée. Et la série, elle permet, avec toutes ces nuances-là, d'aborder, pas toutes, mais en tous les cas, une bonne partie des problématiques de discrimination vécues par les femmes. La question de la liberté dans ses choix de vie, travailler ou ne pas travailler notamment, la question de l'IVG, la question des violences sexuelles et des violences conjugales, la question de la rémunération. Donc voilà, une diversité des points de vue et une diversité des problématiques qui est extrêmement bien vue. Et d'un point de vue de juriste, c'est bien parce qu'on voit que la série montre la place que peut avoir le droit et que devrait avoir le droit dans la concrétisation de l'égalité et dans la lutte contre les discriminations. Et on comprend que le droit, c'est un moteur de lutte contre les discriminations qui est incontournable, même s'il n'est pas en tant que tel suffisant. Et il y a même une brève apparition du personnage de Ruth Bader Ginsburg, qui était avocate à l'époque où la série se situe, dans la décennie 1970, et qui deviendra la deuxième femme juge à la Cour suprême américaine et qui portera vraiment la question de l'égalité entre les sexes devant les tribunaux, devant les juridictions, et qui en fera vraiment une problématique juridique. Donc voilà, c'est une très belle série qui propose un angle fort sur les discriminations et vraiment un traitement intelligent de la question. Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus, Delphine. Et puis, je vous l'avais dit en commençant à la présenter, je vous renvoie à l'analyse qu'avait fait Anaïs Fèvre-Berthelot là-dessus, parce que c'est vraiment au cœur de la série, c'est très intéressant. Alors, pour les auditeurs qui voudraient aller plus loin sur les séries citées par Delphine, elles seront répertoriées sur la page de l'émission dans notre site internet histoireensérie.com. Et puis, je vous renvoie à notre page d'accueil sur laquelle vous retrouvez toutes les émissions traitées. Et vous parliez tout à l'heure d'une série sur les LGBT. Par exemple, Fabien Bièvre-Perrin était venu dans un épisode 23 nous la présenter. Voilà, donc il y a, pour celles et ceux, on a déjà travaillé, on va continuer à travailler là-dessus, mais celles et ceux qui voudraient aller plus loin par rapport aux exemples cités par Delphine, vous pouvez retrouver un certain nombre de séries sur notre site. Alors, j'aurais maintenant, Delphine, une question à évoquer avec vous sur véritablement comment on peut parler de ces discriminations, c'est-à-dire dans l'écriture sérielle, est-ce que les showrunners n'ont pas véritablement mis en place un certain nombre de stratégies pour en parler, pour les mettre en avant, pour être au cœur de la série elle-même? Oui, la réponse est évidemment oui. Il y a des stratégies. Il y en a même plusieurs. C'est assez diversifié comme moyens ou comme stratégies qui sont utilisées. Alors, forcément, plus les discriminations deviennent un sujet, plus on travaille sur cette question-là et plus on amène des stratégies différentes. Donc, la première stratégie, elle est assez évidente, c'est celle de rentrer dans le détail. Donc, plus on en parle, plus forcément, ça permet de rentrer dans les détails. Et pour les séries qui sont entièrement tournées sur la question de la discrimination, nécessairement, il faut alimenter quand même la série. Donc, on va vraiment rentrer dans le détail. Je vous donne un exemple. Dans la série Thrill, dont je vous parlais tout à l'heure, sur la question de la grossophobie et de l'obésité,
Le premier épisode, l'héroïne tombe enceinte après avoir pris pourtant la pilule du lendemain. Et là, elle apprend avec stupeur qu'en fait, la pilule du lendemain est inefficace pour les femmes dépassant 80 kilos. Donc voilà, ça peut paraître un détail. Ça, je ne l'ai jamais vu dans une série. Alors du coup, d'ailleurs, je vais aller vérifier si cette donnée fictionnelle était une donnée également réelle. Et il est vrai qu'en fait, la pilule du lendemain ne fonctionne pas pour les femmes qui dépassent 80 kilos. Donc on voit bien qu'en fait, il y a un contournement, un impensé. Certaines catégories n'intéressent pas. Et là, clairement, le fait d'être en surpoids fait que on ne pense pas à elle, voire si on y pense, on se dit de toute façon, une femme de 80 kilos, quelle vie sexuelle elle peut avoir. Voilà. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est la première stratégie, vraiment rentrer dans le détail. Et ça, on le voit très bien, encore une fois, avec les séries qui ont pour enjeu principal les questions de discrimination. La deuxième stratégie, c'est de présenter les formes les plus complexes de discrimination, donc d'aller vers les discriminations intersectionnelles, comme on a déjà pu le voir, avec le croisement de différents motifs. Donc là, Ginny et Georgia, par exemple, dont je vous ai déjà parlé, qui s'ouvre sur l'aspect intersectionnel, femmes et couleur de peau, traite aussi des confrontations intracatégorielles au niveau de la couleur de peau ou de l'origine, avec la confrontation, les problématiques entre les origines africaines et les origines asiatiques. Alors, c'est intéressant parce que les personnages d'origine asiatique n'ont pas fait l'objet d'un traitement spécifique ou particulier jusqu'à très récemment. Et là, on voit bien qu'il y a une introduction de ces personnages-là et des problématiques spécifiques à cette catégorie. Et on voit bien que l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir de l'analyse monolithique. Donc, on a traité beaucoup des Noirs, mais les Noirs, ce n'est pas la seule forme de diversité dans les caractéristiques liées aux origines que l'on peut rencontrer. Et il y a aussi une grosse population asiatique aux États-Unis qui fait face à des difficultés. Donc là, dans Ginny et Georgia, il y a une sorte de confrontation entre deux personnages qui ont des différentes origines. En gros, c'est le jeu à qui est le plus discriminé. Donc voilà pour ces problématiques-là. Donc, on va vers les formes les plus complexes. Troisième stratégie, c'est rompre avec l'invisibilisation. Alors là, c'est une stratégie qui est développée également ces dernières années. C'est, en gros, pour faire simple, mettre des personnages noirs, c'est le cas le plus fréquent, pour des figures qui sont souvent pensées comme blanches, ou alors mettre des femmes au lieu d'hommes. Alors, si je vous prends des exemples, ce sera certainement plus parlant. Donc, par exemple, dans la série Lucifer, certains anges et Dieu sont noirs. Alors, pardon, j'ai peut-être un petit peu spoilé pour ceux qui n'ont pas vu la dernière saison de Lucifer. Je ne vais pas pour cet aspect-là. Donc, voilà, il y a des personnages qui sont pensés habituellement comme étant blancs, dans l'imaginaire collectif, et qu'on travaille avec des acteurs issus de la diversité. On pourrait citer aussi la série La Chronique des Bridgerton, où, alors je crois qu'il est comte, duc, et noir, alors que c'est une série pensée sous des abords historiques. Donc l'introduction de personnages noirs dans un contexte historique a fait beaucoup parler, alors qu'en fait dans la série, les personnages sont posés, mais la question n'est quasiment pas traitée. Je crois qu'à part un dialogue sur le fait justement que les Noirs puissent accéder à la noblesse est extrêmement récent, et le fait que si c'est récent, on peut aussi défaire ce que l'on a fait. On ne voit pas
d'aspect raciste ou très peu, dans la série. Donc, c'est une manière de traiter la question qui est assez particulière, qui a été beaucoup critiquée, je crois, mais pour autant, moi, je trouve ça assez original de dire, voilà, on pose les choses et on fait comme si il ne se passait rien. Et pourquoi pas, après tout, c'est reposant aussi. À l'inverse, ce chamboulement, il peut être aussi traité comme un enjeu à part entière dans une série. Donc, par exemple, dans Falcon et le soldat de l'hiver, le fait que Captain America devienne une personne noire, c'est un enjeu fort avec des questionnements liés au modèle de représentation du pays et le fait que, est-ce qu'on peut représenter, les questions de savoir si on peut représenter un pays en ayant été jusque-là victime de discrimination au sein de ce propre pays. La question de la discrimination systémique, c'est-à-dire celle qui traverse l'ensemble de la société, qui est vraiment partout omniprésente, c'est un enjeu en soi de la série. Et puis, il y a une autre manière de faire, un petit peu plus douce. Là, pour citer une série française, c'est la méthode utilisée dans la série Lupin, où en fait, on reprend le personnage d'Arsène Lupin en toile de fond, on l'utilise, mais avec pour personnage principal, donc un personnage qui utilise cette figure qui est blanche. Hein, là, il n'y a pas de doute, hein, dans les romans, on voit bien que Arsène Lupin est blanc. Mais le personnage principal qui utilise Lupin comme fil conducteur, comme icône, c'est un personnage noir. Alors, il faut savoir que cette idée de modification des personnages est assez critique, y compris pour Lupin, pour les personnes, je crois, qui n'ont pas vraiment compris la subtilité du mécanisme. Quatrième stratégie, c'est passer par la dystopie. Donc, créer un monde à part entière, avec des règles totalement différentes, qui peuvent traiter de manière frontale ou moins frontale les questions de discrimination. Donc, l'adaptation en série de La Servante écarlate, par exemple, c'est exactement ça. On voit bien le schéma discriminatoire qui est réservé aux femmes, l'exploitation des femmes avec les problématiques de fertilité des femmes et de reproduction, etc. Et puis, il y a aussi toutes les séries qui tournent autour des vampires, des loups-garous, etc. Et ces séries permettent, pas nécessairement de manière frontale, mais en tous les cas permettent, par la métaphore, parfois, de traiter des schémas de discrimination ou d'exclusion. Donc, par exemple, dans True Blood, on a l'apparition d'un sang synthétique qui permet aux vampires pas de vivre une vie normale, mais en tous les cas de ne plus être un danger pour les humains. Et pourtant, on voit bien la crainte encore générée par ces vampires auprès des humains. Donc, on a des traces d'exclusion, de rejet, etc. Et enfin, dernière stratégie, donc c'est la 5e, si j'ai bien compté, c'est passer par l'histoire. Alors moi, je ne suis pas historienne, hein, donc voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tous les cas, sur l'aspect général, bien évidemment, revenir dans le temps permet d'établir les éventuelles difficultés qui existaient dans ce temps-là. Ce qui me permet de ne pas parler de celles qui existent encore maintenant. Donc, passer par vraiment l'histoire permet de mettre à jour les constructions inégalitaires ou discriminatoires sur lesquelles s'est faite la construction du pays. Alors là, il y a beaucoup d'exemples, je vais juste en prendre quelques-uns et qui me paraissent intéressants. Le premier exemple, c'est la série Hollywood, qui parle de la production cinématographique, du Hollywood des années 1940, et qui est construit à la fois sur des personnages totalement de fiction et sur des personnages ayant réellement existé, qui sont plus ou moins bien traités. Voilà, je crois qu'il ne faut pas trop voir la véracité de ce qui est des dires sur les
du traitement qui est réservé aux personnages ayant déjà existé, mais au moins ça a le mérite de mettre en lumière certains personnages qui ont pu avoir des trajectoires entravées par les questions de discrimination. Donc, je vous donne trois exemples de personnages qui sont vus, aperçus, vus et parfois un peu plus traités dans la série Hollywood. Le premier personnage, c'est Rock Hudson, qui est l'un des premiers acteurs à Hollywood qui avait révélé son homosexualité et qui était également malheureusement, l'un des premiers à être mort du sida. Le deuxième personnage, c'est Hattie McDaniel, qui était une actrice noire et qui avait remporté un Oscar pour son rôle dans Autant en emporte le vent. Et c'était la première actrice noire à avoir remporté un Oscar. Et enfin, troisième personnage, qui est vraiment important, je pense, pour comprendre d'où on vient dans l'histoire américaine. C'est le personnage d'Anna May Wong, qui était une actrice d'origine asiatique. Et son cas a fait l'objet à l'époque, d'un traitement médiatique assez fort, parce que cette actrice d'origine asiatique a été écartée d'un premier rôle, alors pourtant que ce premier rôle devait être réservé à une personne d'origine asiatique. Le personnage était asiatique. Et pourtant, c'est une femme blanche qui a obtenu le rôle, et je crois même qu'elle a obtenu un Oscar grâce à ce rôle-là, ce qui donc a fait l'objet de critiques. Alors pourquoi Anna May Wong a été écartée du casting et pourquoi elle n'a pas pu jouer ce rôle qui lui était pourtant en quelque sorte destiné? Eh bien, pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, les relations interraciales à l'écran étaient interdites. Il existait à Hollywood ce qu'on appelait le code Hays, qui avait été créé en 1930, qui est un code déontologique, si on veut, d'autorégulation du secteur du cinéma. Alors, on sort un petit peu des séries, mais on voit bien évidemment, on peut faire le parallèle. Donc, un code d'autorégulation qui avait été élaboré afin d'éviter les interventions extérieures et les problématiques de censure provenant de l'extérieur. Et dans ce code Hays, il était indiqué que les relations interraciales à l'écran étaient interdites. Et donc là, la problématique était que le rôle incluait une relation interraciale. Donc, pour être en conformité avec le code Hays, c'est une actrice blanche qui avait été choisie. Alors, autre exemple, en dehors de cette série Hollywood, on a des séries qui permettent vraiment de parler de manière générale de la question de l'esclavage ou de la ségrégation aux États-Unis. Par exemple, la mini-série The Good Bird, j'oublie un mot de l'intitulé de la série, c'est moins intéressant. Donc, The Good Lord Bird, qui revisite l'histoire d'un personnage réel, un prédicateur blanc qui a existé, qui s'appelait John Brown, qui a milité extrêmement activement pour l'abolition de l'esclavage. Et personnage assez atypique, il avait une forme de folie, il faisait peur à tout le monde. Mais en tous les cas, ça permet vraiment de revisiter l'époque et les dynamiques et les luttes autour de la fin de l'esclavage. Et puis, je voudrais terminer cette 5e stratégie par une série plus ancienne. Là, je vous ai vraiment parlé des séries récentes. Il y a une série ancienne qui me paraît être vraiment importante, intéressante sur les questions d'histoire et de mise en perspective des problématiques de discrimination et d'égalité, c'est Code Quantum, qui date des années 90 et c'est une série qui, pour les plus jeunes, non pas connue, qui est fondée sur l'idée de voyage dans le temps. Donc, à chaque épisode, on a un voyage dans le temps qui s'effectue. Donc, forcément, voilà, ça peut être de 10 ans comme 250 ans, ce bond dans le temps. Et chaque épisode donc, permet de traiter d'une époque et d'une thématique particulière.
Et au travers de la série, on a différentes thématiques qui se raccrochent aux discriminations, qui ont été traitées. Et parfois, certaines vraiment très en amont. Il y a un épisode sur les violences conjugales, notamment, dont on parlait vraiment pas beaucoup. On y voit également le viol, la ségrégation et les activités, les actions du Ku Klux Klan. Donc, on a vraiment beaucoup de choses sur cette thématique-là. On voit bien que l'histoire, forcément, c'est un terrain extrêmement favorable pour parler de tout ça, des discriminations qui ont existé. Alors, la question qui se pose derrière, c'est existent-elles toujours? Voilà pour ces 5 schémas. Delphine Tarot, en autre thématique essentielle qu'on peut voir sur les discriminations et les séries, est-ce que finalement aussi on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, les discriminations, c'est aussi des contraintes dans l'écriture sérielle? Oui, tout à fait. L'idée de contrainte, on peut la retrouver alors de manière volontaire ou voilà, où on va avoir une sorte d'auto-contrainte ou d'autorégulation ou de contraintes apportées par l'extérieur. Je pense qu'il y a plusieurs points qu'on pourrait ici identifier. Moi, j'en ai conservé 3, mais je pense on pourrait aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Donc, 3 points essentiels. Tout d'abord, celui de l'autorégulation, comme je le disais. L'idée ici, c'est de se contraindre dans l'écriture et dans le processus d'écriture des séries, et donc de penser la question de la discrimination dans le process même de l'écriture. Et d'ailleurs, il y a pour certaines séries, on a repensé la procédure d'écriture, notamment lorsque l'équipe se rencontre, le fait de laisser parler les membres féminins du groupe. Donc voilà, rétablir la parole, un équilibre de parole entre les sexes dans le pool d'écriture. Donc voilà, il y a des efforts qui sont faits en ce sens, mais là, ça nécessite une dynamique de bilan sur ce qu'on a fait et d'autocritique également. Donc ça, c'est la première voie, mais on voit bien que c'est une contrainte, mais qui provient des acteurs eux-mêmes. Deuxième point, là, c'est une contrainte qui est apportée par l'extérieur, qui peut peser sur les choix artistiques qui sont faits lors de l'écriture fictionnelle. Et c'est la question des discriminations positives et notamment la question des quotas. Donc, l'idée serait de présenter des quotas à l'écran. On en a beaucoup parlé pour le cinéma et peut-être un petit peu moins pour les séries, mais la question se pose également. Donc, l'idée, c'est d'offrir une mixité au sein des séries. Alors, je prends l'exemple de la couleur de peau. Sur la question de la couleur de peau, certaines séries, y compris relativement anciennes, font apparaître des acteurs noirs, et parfois même, on a des séries dont le casting est entièrement noir. Je pense notamment à une catégorie de séries en particulier qui sont les séries de famille, où on a la série traite des relations intrafamiliales, où là, clairement, on a des séries qui sont portées par des personnages noirs ou par des personnages blancs de l'autre. Donc, par exemple, moi, en tant que, je vais le dire, quadragénaire déjà, j'ai pu suivre les aventures de la famille Seaver, pour les plus anciens, dans Quoi de neuf, Docteur, ou alors les aventures de la famille Banks dans Le Prince de Bel-Air. Et on voit bien d'un côté casting entièrement blanc, de l'autre casting entièrement noir, et même pour les castings entièrement noirs, avant cela, il y avait le Cosby Show également, qui était très connu. Donc en fait, la présence de blanc et de noir dans les séries, elle est là. Mais ce qui est demandé dorénavant, c'est une forme de mixité au niveau micro. C'est-à-dire que chaque série fonctionne sur un casting mixte au niveau de la couleur de peau.
puisqu'on est sur ce motif de discrimination. Donc là, on ne se pose plus la question de l'analyse macro, c'est-à-dire de voir sur l'ensemble des séries s'il y a une forme de mixité. Là, on souhaite, en tous les cas, la dynamique contemporaine, c'est celle-ci, on souhaite accéder à une mixité au sein de chaque casting, au sein de chaque série. Au niveau macro, en fait, on se pose beaucoup moins la question. Avec l'arrivée des plateformes, maintenant on a énormément de chaînes déjà en direct, mais en plus avec les plateformes, on a dorénavant accès à un panel considérable de séries et on a accès à des séries qui nous paraissaient extrêmement exotiques il y a quelques années, des séries coréennes, brésiliennes, danoises, enfin voilà, on pourrait citer plein de pays comme cela. Donc au niveau macro, on a une diversité des castings, on a une diversité des approches artistiques, on a vraiment une forme de mixité. En revanche, là où la question se poserait un petit peu plus et où la question des quotas est mise en avant, c'est sur un niveau donc micro dans chaque série. Je ne vous cacherai pas que c'est nécessairement un questionnement polémique. Voilà. En tous les cas, la question est posée. Et enfin, le troisième point de contrainte qu'on pourrait évoquer, eh bien, c'est une contrainte, on pourrait dire habituelle. La discrimination est juridiquement prise en compte. En France, c'est un délit. Et la personne qui commet une discrimination commet une faute. Et en tant que telle, cette faute peut être sanctionnée. On a quelques exemples de sanctions ou en tous les cas de mise à l'écart d'acteurs dans certaines séries qui ont commis des faits qui relèvent de l'idée de discrimination ou de harcèlement discriminatoire. Il y a quelques années, il me semble, il y a un acteur de Grey's Anatomy qui s'est fait écarter du casting au bout de quelques années pour une attitude discriminatoire envers un autre acteur du casting qui était homosexuel. Et puis surtout, ces dernières années, on a quand même un mouvement qui a également traversé la question des séries. C'est le mouvement MeToo sur les discriminations et le harcèlement fait aux femmes. Il a également touché les séries. Alors, pour prendre quelques exemples, on a Kevin Spacey, qui était vraiment le personnage principal de House of Cards, qui a été écarté pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle envers des hommes, parfois mineurs, il me semble. Et puis, pour en revenir à la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, Bill Cosby, une icône depuis le Cosby Show, qui lui aussi a eu maille à partir avec la justice et qui a même été condamné pour ces faits. Et donc, le mouvement MeToo a touché les séries, comme finalement tous les domaines de la société, et il a été pleinement intégré dans les séries. Donc, ces dernières années, on a eu plusieurs séries qui tourne autour de la question du mouvement MeToo, qui l'intègre, soit en trame de fond, soit sur un épisode en particulier. Donc, pour vous citer deux exemples, alors c'est plus ou moins bien fait, suivant les séries. On peut citer The Morning Show ou Unbelievable. Donc voilà pour ce dernier mouvement de contrainte. Et finalement, là, on en revient au principe même de la discrimination. La discrimination est interdite, elle doit être sanctionnée. Que ce soit que l'auteur soit un acteur ou un employeur. Voilà pour ces trois contraintes. L'émission, Delphine, très très riche sur cette thématique des discriminations. Vous avez utilisé beaucoup de séries pour vous appuyer sur vos exemples. Alors peut-être pour les auditeurs, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient véritablement sur ce phénomène des discriminations tel que vous l'avez analysé à travers les séries ? Eh bien, ce phénomène, il est puissant, je trouve. Il était quasiment absent, ou en tous les cas, il était impensé il y a seulement quelques années. Et depuis quelques années, on
au contraire, on voit une explosion des questionnements autour de la discrimination. Je trouve que c'est un formidable terrain artistique et qui a la particularité, souvent, ça se voit, je pense, au travers des exemples que j'ai pu vous prendre, il se travaille souvent à partir de la réalité. Donc, en matière de discrimination, je crois qu'il y a guère mieux que la réalité pour en parler, même de manière fictionnelle. Delphine Tarot, merci pour cette émission sur les discriminations. Alors, on rappelle aux auditeurs et auditrices que vous avez fourni une bibliographie indicative qui permettra à certains peut-être d'approfondir, à d'autres de découvrir cette thématique et de se renseigner surtout dessus. Vous avez aussi fourni un résumé de l'émission que l'on mettra avec la bibliographie sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, celles et ceux qui voudraient continuer la discussion, on se retrouve sur Twitter, sur le @histoire-série, n'hésitez pas à vous abonner, et sur le groupe Facebook de Histoire en série aussi, là aussi, pour voir l'actualité bien sûr, mais aussi pour nous poser des questions, vos suggestions sur les émissions, vos réflexions sur les émissions aussi. C'est toujours très intéressant qu'on puisse échanger par ce biais-là. Merci beaucoup Delphine, et puis à bientôt peut-être pour une autre émission qui mêlerait, comme ça on le verrait, le droit et les séries. Merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful planet, populated by a stranger anymore.